les rendez-vous sont très simples. Moins 5%, c'est à peu près ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Par la grâce, si je puis dire, de la récession mondiale, on va atteindre l'objectif du protocole de Kyoto qui est faire moins 5% pour les pays développés entre 2008 et 2012. Mais les rendez-vous devant nous, c'est il faut faire moins 30%. Une fois qu'on a cette courbe, pour les pays développés, une fois qu'on a cette courbe, il faut la suivre. D'accord ? Donc moins 5% aujourd'hui, mais moins 30% en 2020. D'accord ? Pour faire finalement moins 80% en 2050. Hein, on ne fera pas plus 10% aujourd'hui, puis après, miraculeusement, on arrivera à faire moins 80% en 2050. Si on suit le consensus scientifique, il faut revenir jusqu'où on est aujourd'hui et faire les efforts nécessaires. Est-ce qu'on prend le chemin de ces réductions-là? Malheureusement, non. Si vous regardez les dernières données des Nations Unies, il est parfaitement clair, et j'arrive rapidement au sujet de l'Union européenne, que les pays du monde ne sont pas, c'est-à-dire qu'en fait, la performance est complètement en trompe-l'œil. Le total des pays de l'annexe 1 du protocole de Kyoto, qui sont essentiellement des pays développés, on est bien sur la trajectoire d'atteindre moins 5% entre 2008 et 2012. Mais en fait, c'est grâce aux pays de l'ex-URSS qui font moins 37%. Les autres pays riches font plus 11%. Donc en fait, ce que vous disent ces chiffres, c'est qu'il n'y a pas un pays développé aujourd'hui qui prend au sérieux le protocole de Kyoto. D'accord ? Donc, la seule région du monde où on a l'air de le prendre sérieusement, c'est l'Union européenne. Et je vais je vais poursuivre sur les améliorations possibles de la politique européenne en matière de changement climatique, mais il faut quand même commencer par le commencement, c'est-à-dire que l'Union européenne est à louer. L'Union européenne est à féliciter pour le fait qu'elle est la seule région du monde où on prend au sérieux les engagements du protocole de Kyoto. L'Union européenne, en 2007, a fait moins 4%. Elle est donc sur la trajectoire pour faire moins 8% entre 2008 et 2012. À vrai dire, vraisemblablement, compte tenu de la récession, elle est déjà à ses objectifs. Les États-Unis sont complètement en dehors des clous, et le Canada aussi. Par parenthèse, simplement, le Canada, c'est 2% des émissions mondiales. Les États-Unis, c'est 20%. L'Union européenne, c'est 20%. La Chine, c'est 20%. Donc, c'est là que ça se joue pour l'avenir. Voilà. Alors, est-ce que l'Union européenne peut justement changer la donne de ce sommet de Copenhague qui s'annonce pas bien? Est-ce qu'elle peut être la puissance écologique qui va justement s'opposer à la logique de l'action collective globale? Je pense que oui, parce que l'Union européenne, c'est au fond des économies qui sont développées, mais qui sont aussi faiblement intensives en carbone. Donc au fond, l'Union européenne prouve qu'on peut avoir et la richesse et la faible intensité en carbone. Ces pays ont mis en commun des processus de coopération. L'Union européenne, c'est un peu le laboratoire de la coopération mondiale, avec des institutions puissantes et des instruments puissants. Donc l'Union européenne a les moyens, du point de vue régional, de changer la donne mondiale. Un exemple très simple, on dit souvent l'Union européenne n'a pas de politique étrangère. L'Union européenne ne dispose pas de politique étrangère. Je pense que c'est en partie faux. Le marché unique est la véritable politique étrangère de l'Union européenne. Le marché unique impose des standards et des normes à tous les producteurs de la planète qui veulent vendre leur pays aux 500 millions de consommateurs les plus riches de la planète. L'Union européenne, c'est la première économie du monde. Le marché unique, c'est le premier marché du monde. Si vous imposez dans le marché unique des standards et des normes, notamment écologiques, vous influencez en fait le reste du monde. Donc c'est une véritable politique étrangère. Ça me paraît un point important. Par ailleurs, l'Europe a pris des positions courageuses. Ça s'est passé au printemps 2007. Avec l'adoption de la stratégie 20-20-20, et ce que je trouve remarquable du point de vue de la négociation géopolitique, c'est que l'Union européenne a dit il y aura 2 volets dans notre engagement. Le premier volet, c'est un volet unilatéral de 20%. Quoi qu'il arrive au niveau international, que le sommet de Copenhague soit un échec ou un succès, on réduira unilatéralement nos émissions de 20%. Et s'il y a un accord, on les réduira de 30%. Ça, c'est une des positions les plus intelligentes, je crois, qui ont été prises dans les négociations récentes sur le plan géopolitique. Parce que ça fait avancer les choses et que c'est aussi, ça met la pression sur les autres pays pour avancer. Bon, et alors maintenant, ça c'était la partie des louanges, maintenant on va passer à la partie un peu critique. Est-ce que l'Union européenne a vraiment les moyens de réaliser ses ambitions? D'abord, si on regarde dans le détail la performance de l'Union européenne, dont je vous disais qu'elle était la meilleure du monde développé, ça ne fait aucun doute, on constate que, au fond, il y a 2 périodes. Il y a une période de 1990 à 1999 où la performance est très bonne, et puis en fait, depuis 2000, on stagne un peu. Donc on sent qu'on n'a pas encore vraiment accroché de trajectoire d'économie faiblement intensive en carbone. On a des avantages structurels écologiques, mais on n'a pas encore complètement fait les efforts nécessaires pour accrocher cette trajectoire qu'on doit accrocher si on veut atteindre les objectifs des Nations Unies. Deuxièmement, on en parlait encore tout à l'heure, si vous
si vous ventilez les différentes émissions de gaz à effet de serre selon les différents secteurs de l'économie, vous voyez que vous avez des secteurs où la performance est très bonne, par exemple les déchets, les industries manufacturières, le bâtiment, et puis des secteurs où la performance est vraiment mauvaise. Les transports, c'est vraiment le point noir, c'est en augmentation de 25% depuis 1990. Et les émissions du transport sont liées à 90%, à plus de 90% aux émissions du transport routier. Donc on a un problème dans l'Union européenne qui est qu'on ne contrôle pas suffisamment les émissions du transport routier. Et ça, c'est le gros problème pour l'avenir, y compris pour l'énergie. La performance est quand même mitigée. Et puis troisième problème, les performances entre les pays membres sont quand même très dissemblables. Si vous regardez ce graphique, vous voyez que dans la partie droite du graphique, vous avez en quelque sorte une performance qui est homogène, qui est les pays en fait de l'ex-URSS. Elle est homogène pourquoi? Parce que la date de référence du protocole de Kyoto pour la plupart des gaz c'est 1990, qui correspond à l'effondrement des économies en Europe de l'Est. Et donc la Russie et les pays d'Europe centrale et orientale font de très bonnes performances en apparence sur le protocole de Kyoto, mais en réalité c'est lié à la date de référence. Si vous regardez à l'ouest, vous voyez que ça part un peu dans tous les sens. Donc il y a un problème d'homogénéité de la performance. Autrement dit, il y a des États membres qui payent pour d'autres. Et ça, c'est jamais bon si on veut avoir une action régionale collective efficace. Alors, la politique climatique de l'Union européenne. On va faire un petit peu de théorie économique très rapide. L'analyse économique la plus élémentaire des questions environnementales repose sur l'idée qu'il y a une sous-évaluation par le système économique de l'utilisation des ressources naturelles, ici de l'utilisation du carbone par rapport à leur coût social. Le coût privé d'utiliser le carbone dans les économies est trop faible par rapport à ce que ça coûte vraiment, en termes de pollution, de changement climatique, etc. Donc il faut ajuster le coût privé au coût social. C'est ça le problème économique de base de l'économie de l'environnement. Il y a trois types de solutions, en théorie, pour faire ça. La solution réglementaire, vous imposez des standards et des normes pour atteindre les objectifs environnementaux. La solution pigouvienne, ça vient de Arthur Pigou, qui en 1920 a écrit un livre sur l'utilisation de la fiscalité pour changer les comportements. C'est pour ça qu'on parle de taxes pigouviennes, les taxes sur l'alcool, les taxes sur le tabac, les taxes sur le carbone. Et puis la solution causienne, ça vient de Ronald Coase, prix Nobel d'économie, qui a écrit en 1960 un article qui s'appelle « Le problème du coût social » et qui montre qu'on peut changer les comportements en instituant des marchés du carbone. Donc, réglementation écologique, taxes sur le carbone, marché du carbone. Voilà les trois solutions en théorie. L'Union européenne a ces trois instruments. Mais aucun d'entre eux aujourd'hui ne suffira pour atteindre les ambitions qu'elle s'est elle-même fixées, c'est-à-dire la stratégie 20-20-20. Donc il faut améliorer impérativement ces instruments. Le marché du carbone existe. Il s'appelle l'EU-ETS, institué en janvier 2005. Il existe, premier marché du carbone au monde, 66% du marché mondial du carbone, et ça existe, et c'est très important. Et aujourd'hui, les débats aux États-Unis, la proposition Waxman-Markey, aujourd'hui Thierry Baxter, c'est prendre modèle sur le marché européen pour précisément construire un marché du carbone. Donc l'Union européenne fait office de modèle. En réalité, ce marché n'est pas suffisamment efficace. D'abord, il ne couvre que 40% des émissions de gaz à effet de serre, et notamment, il ne couvre pas tout ce qu'on appelle les pollutions diffuses, c'est-à-dire les pollutions des transports et du logement. Il couvre les pollutions centralisées, les secteurs énergétiques, les secteurs industriels. Donc on a 50% au moins, on va dire 60% du problème sur les bras, d'accord? Donc il faudra bien le traiter. Et puis, par ailleurs, le signal prix qu'il envoie est instable et il est trop faible. Je vais vous montrer des graphiques qui illustrent ce point. La politique de régulation, on l'a, réglementation des émissions de CO2 des véhicules légers, c'est une directive de décembre 2008, 130 grammes de CO2 par kilomètre en 2015, c'est la norme la plus exigeante au monde, mais le problème des transports, c'est pas la qualité des voitures. Le problème des transports, c'est les volumes. Et pour agir sur les volumes, il faut des instruments fiscaux. L'instrument technologique ne marche pas assez, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons, qu'on appelle aussi l'effet rebond.